Le 31 janvier 2013, une étudiante canadienne de 21 ans est vue sur les caméras de vidéosurveillance du Cecil Hotel. On l'aperçoit dans l'ascenseur de l'établissement, en train d'appuyer sur les boutons des différents étages, se pencher dans le couloir comme pour vérifier qu'elle n'est pas suivie, et même parler à quelqu'un que personne ne voit. Le tout avant de disparaître mystérieusement. Son corps, il sera retrouvé 2 semaines plus tard, entièrement nu, dans un réservoir d'eau sur le toit de l'hôtel. Mais que s'est-il vraiment passé cette nuit-là, dans cet hôtel de Los Angeles bien connu pour ses tragédies à répétition? Un tueur en série y a logé pendant qu'il terrorisait la ville. Une femme y a été retrouvée battue à mort dans sa chambre. Depuis des années, cet hôtel semble attirer le mal comme un aimant. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir sous différents axes l'un des plus grands mystères de notre époque et de percer les secrets qui entourent la disparition tragique d'Elisa Lam. Elisa Lam est née le 30 avril 1991 à Vancouver, au Canada, dans une famille originaire de Hong Kong. Ses parents, David et Yina Lam, ont quitté l'Asie dans l'espoir d'une vie meilleure. Alors arrivé au Canada, il s'installe à Burnaby, en banlieue de Vancouver, et ouvre un petit restaurant. Il travaille dur et sans relâche pour offrir à Elisa et sa sœur Sarah une bonne éducation et surtout une chance de réussir dans la vie. Elle grandit dans un environnement modeste, mais très affectueux. Elle est très proche de sa sœur, avec qui elle partage une passion pour la mode, les vêtements vintage et les tendances un peu à contre-courant. Très tôt, elle montre une personnalité douce, curieuse et un peu à part. Elle n'est pas du genre à faire de vagues, elle est plutôt introvertie, plutôt du genre à observer. Elle aime lire, notamment Murakami, Harry Potter, dessiner, regarder des films d'auteur, se plonger dans la musique et écouter en boucle David Bowie. Discrète mais aussi brillante, Elisa fréquente le lycée University Hill Secondary School, un établissement bien coté de Vancouver où elle est décrite comme étant une étudiante sérieuse et rigoureuse. Grâce à ça, elle obtient une place à l'Université de la Colombie-Britannique en faculté des arts où elle se spécialise en psychologie. Mais à mesure que les années passent, des signes de fragilité apparaissent. Elisa souffre de troubles bipolaires de type 1, diagnostiqués durant son adolescence. Ce trouble, il se manifeste par des phases dépressives intenses, parfois suivies d'épisodes maniaques qui peuvent aller jusqu'à la paranoïa. Pour garder l'équilibre, elle suit un traitement lourd à base de 4 médicaments différents, prescrits pour stabiliser ses phases maniaques, ses périodes de mélancolie et prévenir les rechutes. Sa routine est vraiment très stricte. Mais malgré ça, certaines périodes deviennent trop difficiles. Pour mieux gérer ses émotions, Elisa crée en parallèle un blog qu'elle appelle Heather Fields, d'abord sur Blogspot, puis sur Tumblr. Elle y écrit presque quotidiennement. Ce blog devient son journal intime en ligne où elle peut échanger et partager. Je trouve ça plus facile de se confier ici qu'à travers un journal intime, sûrement parce qu'on sait que derrière, quelqu'un va vous lire. Et c'est beaucoup moins cher qu'un psy. Voilà ce qu'elle dira notamment sur son blog. Sur son site, elle poste des photos de ses tenues, de ses sorties au café du coin, de ses lectures, de Twin Peaks, sa série préférée, et de ses coups de cœur culturels. Dans tous les articles, on y sent une capacité à réfléchir, une pointe d'humour, mais aussi malheureusement une profonde tristesse. Elisa est lucide, brillante, cultivée, mais elle vit avec une ambivalence permanente entre ce qu'elle voudrait être et ce qu'elle ressent. Elle veut découvrir le monde, mais aussi paradoxalement, rester des heures enfermée dans sa chambre. En ligne, elle se confie aussi sur ce qu'elle ne peut pas vraiment exprimer ailleurs. Son trouble, son anxiété, sa solitude et sa peur la plus profonde de ne jamais trouver sa place. Un jour, elle écrit en citant Charles Bukowski. On est toujours hanté par la peur de gâcher sa vie. Elle essaie quand même, la plupart du temps, de montrer une Elisa drôle, lumineuse et sensible. En 2012, elle vit une rechute importante. Dès le début du semestre, elle se sent dépassée et elle publie même un article sur son blog où elle exprime à quel point elle se sent perdue. Au point qu'elle abandonne plusieurs cours et à force, finit par mettre sa scolarité en pause. Début 2013, elle n'est plus inscrite à l'université. Malgré tout, elle peut compter sur ses proches qui sont très présents pour elle et qui surveillent de près sa santé mentale. Alors quand elle décide, en janvier 2013, de partir à la découverte de la côte ouest des États-Unis, ses parents lui demandent une chose, qu'elle les appelle chaque jour pour les rassurer. Ce périple, c'est sa première occasion de voyager seule. Mais bien qu'enrichissante, l'expérience n'est pas sans danger pour Elisa. C'est une jeune femme qui voyage seule, et être loin de sa famille et de ses repères augmente les risques de rechute.
Mais Elisa est très heureuse de partir. Et comme à son habitude, elle exprime sur son blog son excitation et son impatience de partir à l'aventure seule. Elle quitte Vancouver le 22 janvier. Comme elle dispose d'un budget limité, elle voyage en train ou en bus et loge dans des hôtels bon marché. Pendant son séjour, elle tient à sortir de sa routine et se reconnecter à elle-même. D'une certaine manière, elle veut se perdre pour mieux se retrouver. Elle fait d'abord étape à San Diego. Là-bas, elle visite le zoo une semaine plus tard, elle poste d'ailleurs une photo pour immortaliser ce moment, puis elle arrive à Los Angeles. Avec son budget limité, Elisa opte pour le Cecil Hotel. C'est un hôtel bien placé, au tarif accessible, elle prévoit d'y rester 4 jours, soit jusqu'au 1er février, avant de mettre le cap sur Santa Cruz et ensuite San Francisco. Et moi, ce que j'aimerais faire, les amis, c'est mettre le cap sur le 1 million d'abonnés. Je sors une vidéo mystérieuse et captivante chaque dimanche, donc n'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir cette belle famille de détraqués que nous sommes. Le Cecil Hotel a d'abord été conçu pour être un palace de luxe. Sa construction débute en 1924 au 640 South Main Street, donc dans le centre-ville de Los Angeles. Avec un budget d'$1 million, ses 700 chambres réparties sur 19 étages, il ouvre officiellement ses portes en 1927. À l'époque, on est dans une période de grande prospérité pour la Cité des Anges. Malheureusement, le crash boursier de 1929 et la Grande Dépression marque le déclin du quartier. Le standing s'effondre et la zone sombre dans la pauvreté. Le Cecil Hotel devient un aimant à tragédie. L'environnement n'est en soi déjà pas très rassurant et surtout, il est infiniment triste. Le Cecil Hotel est situé près de Skid Row, une zone de non-droit où se côtoient dans la misère la plus noire tous ceux que la société a rejetés. On y croise des toxicomanes, des sans-abri, des prostituées. En 2013, environ 10 000 sans-abri vivent entassés dans un rayon d'une 50aine de pâtés de maison. L'hôtel a aussi hébergé des clients à la sinistre réputation. En 1985, le tueur en série sataniste Richard Ramirez séjourne plusieurs semaines au 14e étage. Il est alors au sommet de sa folie meurtrière. Avec déjà 13 assassinats à son actif, celui que l'on surnomme le Night Stalker a déjà fait régner la terreur dans Los Angeles pendant 1 an. Son mode opératoire est toujours le même. Il s'introduit la nuit chez ses victimes pour abuser d'elles et ensuite les exécuter. Il revenait d'ailleurs souvent au Cecil ensanglanté et jetait ses vêtements dans des bennes à ordures derrière l'hôtel avant d'entrer nu ou en sous-vêtements sans que cela n'éveille l'attention. Dans les années 90, c'est au tour du tueur autrichien Jack Unterweger de descendre dans cet hôtel maudit. Officiellement, il va se présenter comme un écrivain en quête d'inspiration pour son prochain article sur la prostitution à Los Angeles. Mais en réalité, c'était un meurtrier sadique qui s'attaquait aux prostituées des environs. Le Cecil Hotel était son repère. Pendant son séjour, il tue au moins 3 femmes en les étranglant avec leur soutien-gorge. Passons maintenant à celle qu'on surnomme Pigeon Goldie Osgood, une ancienne opératrice téléphonique d'environ 65 ans qui a été retrouvée dans des circonstances abominables dans sa chambre. Elle est arrivée au Cecil Hotel en 1958 et elle était appréciée de tous. Elle portait ce surnom parce qu'elle passait des heures à nourrir les oiseaux dans le parc tout proche. Son meurtre atroce reste irrésolu à ce jour. Entre 1931 et 2013, c'est plus de 15 morts qui ont été recensés dans cet établissement lugubre. Le mélange entre touristes résidents précaires et toxicomanes rend l'atmosphère étrange, imprévisible et presque menaçante. Des cris se font entendre lorsque vous empruntez les couloirs, des bruits inquiétants vous empêchent de trouver le sommeil. L'histoire du Cecil a d'ailleurs inspiré plusieurs productions à succès, dont la plus célèbre reste la saison 5 de American Horror Story, intitulée Hotel. En pénétrant dans le vieil établissement, Elisa ne se doute sûrement pas qu'elle pose ses valises dans un hôtel coincé entre deux mondes. Un lieu qu'on compare souvent à un cimetière vertical dont elle s'apprête à devenir la nouvelle locataire. Quand elle s'enregistre le 28 janvier 2013, elle est d'abord logée dans une chambre du 5e étage qui ressemble plus à un dortoir et qu'elle partage avec d'autres filles. Mais rapidement, elle adopte un comportement bizarre et inquiétant. Elle donne l'impression de délirer et de parler toute seule, et son attitude est très étrange. Elle laisse des petits mots sur les lits de ses voisines, auxquels elle reproche de ne pas l'aimer et leur demande de rentrer chez elle. Elle refuse même parfois de leur ouvrir la porte. Excédée et certainement effrayée par Elisa, ses colocataires se plaignent à la réception. Elles n'en peuvent plus. Elles veulent qu'Elisa quitte le dortoir.
Pour calmer les tensions, la jeune femme est relogée le 30 janvier dans une chambre individuelle du même étage. Après ça, Elisa profite de son séjour normalement. Elle assiste à des concerts de jazz et se rend aussi à Burbank pour assister à l'enregistrement d'une émission de Conan O'Brien. Le 31 janvier, donc le jour de sa disparition, Elisa se rend dans la librairie The Last Bookstore. La gérante, Katie Orphan, se souvient de la jeune fille qu'elle décrit comme souriante et extrêmement sympathique. Elisa était venue acheter des livres et des disques qu'elle comptait offrir à sa famille et ses amis à son retour. Le soir même, Elisa ne répond plus. Le 1er février, elle aurait dû quitter le Cecil Hotel pour se rendre à Santa Cruz, la prochaine étape de son road trip. Mais elle ne s'est jamais présentée à la réception. Elle n'appelle pas non plus ses parents, comme elle le fait chaque jour. Inquiet, puis rapidement paniqué, ils décident de contacter la police de Los Angeles. Ils savent que ce n'est pas dans ses habitudes de couper tout contact. Leur fille n'est vraiment pas du genre à disparaître sans prévenir. Quelque chose ne va pas, ils le sentent. Et ils ont raison. La police de Los Angeles ouvre une enquête pour disparition inquiétante, dans un premier temps menée en toute discrétion pour ne pas ternir un peu plus l'image de l'hôtel. Les agents commencent par interroger les employés, les clients, ils contrôlent les registres, les appels et passent en revue les images de vidéosurveillance des couloirs, mais rien d'anormal n'en ressort. Elisa a bien été vue le 31 janvier à la librairie, puis dans l'hôtel, et elle ne semble pas être sortie du bâtiment. L'équipe déploie alors des chiens pisteurs à partir de l'étage où logeait Elisa, jusqu'à la fenêtre donnant sur une issue de secours, puis sur le toit. Mais la piste s'arrête là. À ce moment-là, les recherches se limitent juridiquement à ce qui peut être effectué sans mandat, donc les chambres, les couloirs et les toits accessibles au public. Pendant près de 2 semaines, l'enquête s'oriente vers une disparition vraisemblablement volontaire. Rien jusqu'ici n'indique qu'un crime ait été commis. Pour les enquêteurs, la seule explication est qu'Elisa a probablement fui. Peut-être qu'elle a voulu changer d'air ou qu'elle est juste repartie sans prévenir. Mais le 6 février, la police de Los Angeles décide d'organiser une conférence de presse pour diffuser un appel à témoins. Aussitôt, la presse locale s'empare du sujet, elle relaie l'alerte, les photos d'Elisa circulent dans les journaux, à la télévision et sur les ondes radio. Dans les rues de Los Angeles, des bénévoles se mobilisent, ils impriment des affiches et les placardent partout. La famille d'Elisa, arrivée spécialement du Canada, participe activement aux recherches. Ils contactent les hôpitaux, interrogent les passants et fouillent les environs. Pour eux, c'est impensable qu'Elisa soit partie sans laisser de traces. Ils en sont sûrs, quelque chose de grave est arrivé. 13 jours après la disparition d'Elisa, la police de Los Angeles décide de rendre publique une vidéo de surveillance captée dans l'un des ascenseurs de l'hôtel, quelques heures avant la disparition. Et cette vidéo, vous l'avez déjà sûrement vue passer. La séquence dure environ 2 minutes 30. On y voit Elisa entrer seule dans l'ascenseur du Cecil, aux alentours de minuit, dans la nuit du 31 janvier. Elle appuie sur plusieurs boutons, notamment ceux qui se trouvent les uns au-dessus des autres. On voit bien sur la vidéo qu'il s'éclaire en vert, mais l'ascenseur ne ferme pas ses portes. Au bout de quelques secondes, Elisa s'approche prudemment des portes, puis glisse un pied dans le couloir, comme pour vérifier que personne ne l'attend de l'autre côté. Puis elle repart dans l'ascenseur et se cache dans un coin en regardant dehors, comme si quelqu'un la poursuivait. Elle change plusieurs fois de place pour s'assurer que personne ne la verra. Plusieurs fois, elle retourne voir dans le couloir. Et on peut vraiment sentir, à travers cette vidéo, qu'elle est totalement effrayée. Elle retourne à nouveau dans le couloir, et cette fois, elle fait des gestes comme si elle parlait à quelqu'un qu'on ne voit pas. La caméra ne nous permet pas de voir ce qui se cache derrière la porte. Pendant tout ce temps, l'ascenseur n'est jamais fermé. Au bout de 2 minutes 30, Elisa s'en va, et seulement 20 secondes plus tard, l'ascenseur se ferme. Il était resté immobile pendant toute la durée où Elisa y était. En quelques jours, la vidéo devient virale. La séquence est partagée des millions de fois sur YouTube, Facebook et Reddit. Des internautes du monde entier s'en emparent, ils la ralentissent, analysent image par image, agrandissent certaines zones et essaient de comprendre le comportement d'Elisa et surtout, ce qui ne va pas dans cette vidéo. Plusieurs questions. Pourquoi les portes de l'ascenseur restent-elles ouvertes aussi longtemps? Pourquoi Elisa a-t-elle l'air paniquée, puis totalement déconnectée? À qui parle-t-elle? Et surtout, où est-elle allée après? Ça fait maintenant 3 semaines qu'Elisa a disparu, mais pendant tout ce temps, l'hôtel est resté ouvert. Les recherches ralentissent peu à peu et l'affaire commence à disparaître des médias. Dans les couloirs du Cecil, tout semble avoir repris son cours, mais un matin du 19 février 2013,
Plusieurs clients appellent la réception. Ils se plaignent d'un goût étrange dans l'eau, d'une pression très faible au robinet et parfois même d'une couleur légèrement brunâtre. Un couple britannique en vacances à Los Angeles décrit même une odeur fétide. Une autre cliente parle d'un goût écœurant. La direction de l'hôtel fait immédiatement intervenir un agent d'entretien. C'est Santiago Lopez, un technicien de l'hôtel, qui est envoyé sur le toit pour vérifier les réservoirs d'eau potable. Une fois là-haut, il doit grimper à l'aide d'une échelle métallique sur une plateforme surélevée qui mène à l'une des 4 grandes cuves d'eau potable, chacune mesurant près de 3 mètres de haut. Une fois là-haut, il se rend compte que le couvercle d'un des réservoirs est ouvert, et en se penchant, il découvre à l'intérieur le corps nu d'une jeune femme qui flotte à la surface. Dans la foulée, Santiago redescend en urgence et appelle la police. Rapidement, plusieurs indices permettent de confirmer son identité. Les vêtements retrouvés au fond de la cuve correspondent à ceux qu'elle portait dans la vidéo de l'ascenseur. Elle porte encore sa montre et la clé de sa chambre, et des tatouages sont identifiés par la famille. C'est désormais une certitude, le corps retrouvé est bien celui d'Elisa Lam. Son corps ne présente aucune blessure visible à ce stade, ni aucune trace de lutte. Officiellement, et selon les premières constatations des pompiers et de la police, la trappe du réservoir était déjà ouverte au moment de la découverte. C'est de cette façon que Santiago Lopez aurait aperçu le corps. Elisa est donc probablement entrée seule dans le réservoir. Cette partie du toit est en principe accessible par une porte principale qui est verrouillée et qui déclenche une alarme si elle est ouverte. C'est par là qu'est passé Santiago avec son badge pour aller vérifier les cuves. L'alarme a bien été testée pendant l'enquête et le signal a parfaitement fonctionné. Mais il existe aussi d'autres accès, par un escalier de secours extérieur et par une fenêtre d'un couloir du 14e étage qui donne sur cette plateforme. Ces 2 chemins ne sont pas équipés d'alarme et permettent à n'importe qui d'y accéder. Cette version est pourtant rapidement remise en question sur la toile. Pour de nombreux internautes, une trappe laissée ouverte pendant 18 jours aurait forcément été repérée par un employé. La seule explication serait qu'elle ait été fermée puis rouverte au moment de la découverte. Pourtant, personne n'a rien signalé et le technicien, lui, le confirme, il l'a trouvée ouverte. Si c'est le cas et qu'on part de l'hypothèse qu'Elisa y est entrée seule, comment aurait-elle pu la refermer une fois à l'intérieur? Elisa mesure 1,65 m, elle pèse environ 50 kg, et la trappe est très lourde. Elle est en hauteur, elle n'a pas de poignée à l'intérieur et ne peut être tirée que de l'extérieur. Pourquoi aurait-elle acheté des livres et des cadeaux pour sa famille si elle avait eu l'intention de passer à l'acte? Le rapport d'autopsie officiel est publié le 20 juin 2013, il conclut à une noyade accidentelle. Ce qui veut dire qu'elle avait de l'eau dans les poumons et donc qu'elle était consciente, ou en tout cas vivante, au moment de son entrée dans la cuve. Le corps d'Elisa ne présente aucune fracture, pas de blessure à la tête et aucun signe d'agression physique ou intime. Le rapport toxicologique ne révèle aucune trace de drogue récréative, comme de la cocaïne, du LSD ou de l'alcool. En revanche, le rapport toxicologique détecte la présence de plusieurs médicaments, mais à des taux très faibles. Souvenez-vous, Elisa suivait un traitement pour son trouble bipolaire. Elle prenait 4 médicaments. Un antidépresseur, un stabilisateur d'humeur, un antipsychotique et un autre antidépresseur. Le laboratoire a bien détecté les traces de certains de ces produits dans le sang ou dans les tissus, mais pas tous. Aucune trace détectable de l'antipsychotique, pourtant prescrit en continu, n'a été retrouvée. Pour les autres, les taux sont beaucoup trop faibles pour correspondre à une prise régulière. Autrement dit, Elisa avait sans doute interrompu ou mal suivi son traitement dans les jours précédant sa disparition, ce qui aurait donc pu provoquer un épisode maniaque, voire des hallucinations. Ceci expliquerait le comportement d'Elisa dans l'ascenseur, puisqu'il correspond à ce qu'on peut observer lors d'un épisode psychotique. Ses gestes sont désorganisés, ses mouvements sont illogiques et ses réactions incohérentes. Tous ces signes peuvent traduire une désorientation typique d'un trouble bipolaire non stabilisé. Dans la série documentaire Crime Scene, le psychiatre Dr. Kim Turley évoque d'ailleurs cette possibilité. Pour elle, Elisa pourrait avoir traversé un épisode psychotique intense avec des hallucinations et probablement l'impression d'être persécutée. Le dossier médical d'Elisa révèle aussi qu'elle a déjà présenté des épisodes de panique, de désorientation et même de fugue. À plusieurs reprises, ses proches l'ont retrouvée en état de confusion, incapable de dire où elle était ou pourquoi elle était partie. Mais là encore, rien ne permet de l'affirmer avec certitude. Et ce n'est pas parce qu'une hypothèse semble la plus simple ou la plus logique qu'elle doit être considérée comme la vraie. Le manque d'éléments concrets empêche de valider définitivement n'importe quelle version.
En dehors de la vidéo d'ascenseur, l'hôtel n'a pu fournir aucune autre image exploitable. Et pour cause, le Cecil ne dispose pas de caméras sur le toit. Les caméras à l'intérieur du bâtiment sont peu nombreuses. On en est là, avec une seule vidéo pour témoin, une autopsie sans blessure et des caméras presque inexistantes. Les faits laissent un vide que les spéculations vont très vite remplir. Au moment de la disparition d'Elisa Lam, une campagne de dépistage de la tuberculose est menée à Skid Row. Un hasard à première vue, mais qui va alimenter l'une des théories les plus étranges de l'affaire. Parce que ce qui interpelle immédiatement, c'est le nom du test utilisé pour cette campagne. Il s'appelle Lam-Elisa. Exactement les mêmes lettres dans le même ordre que le nom complet d'Elisa Lam. Ce test, qui est bel et bien réel, permet de détecter la tuberculose chez les patients atteints du VIH en analysant leur urine. Rapidement, les théories les plus folles commencent à circuler. Elisa aurait été utilisée comme cobaye dans une opération médicale secrète, elle aurait été volontairement infectée par une souche de tuberculose expérimentale afin d'évaluer la vitesse de propagation du virus au sein d'une population vulnérable comme celle de Skid Row. Pour que l'expérience reste secrète, il ne fallait laisser aucune trace, et si Elisa avait survécu, elle aurait pu témoigner ou peut-être aurait-elle développé des symptômes visibles, compromettants, qui auraient attiré l'attention. Sa mort aurait donc été organisée pour effacer toutes les preuves, peut-être même pour des raisons qui dépassent le cadre médical. C'est une autre hypothèse régulièrement évoquée sur les forums et dans les vidéos conspirationnistes. Elisa aurait été victime d'un programme de contrôle mental toujours actif et classé top secret. On parle du projet MKUltra. Officiellement, le MKUltra est un programme lancé par la CIA en 1953 avec pour objectif d'explorer toutes les techniques possibles pour manipuler l'esprit humain. Sous couvert de recherche scientifique, l'agence aurait administré à des centaines de cobayes, souvent sans leur consentement, du LSD, des électrochocs, des privations sensorielles, de l'hypnose, voire des violences physiques et intimes pour tester les effets sur le comportement. Le projet est officiellement arrêté depuis plusieurs décennies, mais depuis les années 2000, il refait surface dans de nombreuses affaires inexpliquées impliquant des troubles mentaux soudains, des pertes de mémoire ou des comportements étranges. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le sujet, sachez qu'il y a une vidéo complète qui est disponible sur ma chaîne. Certains sont donc convaincus qu'il a simplement changé de nom et qu'il existerait encore à travers des protocoles dissimulés dans plusieurs structures, y compris des hôtels abandonnés. Quand on regarde les gestes d'Elisa dans l'ascenseur, son inquiétude, ses mouvements incohérents, difficile de ne pas penser à un état dissociatif provoqué chimiquement ou au résultat d'un déclenchement post-hypnotique. Elisa Lam aurait pu être un de ces cobayes, et le Cecil Hotel serait un terrain d'expérimentation idéal. C'est un lieu très peu surveillé, où les morts suspectes s'enchaînent depuis des décennies. On peut donc faire disparaître quelqu'un sans éveiller les soupçons, en modifiant les vidéos ou en s'arrangeant pour que la vérité ne soit pas découverte. C'est ce qu'ont observé plusieurs enquêteurs du web. En regardant la vidéo de l'ascenseur, ils remarquent que l'horodatage a été flouté. Il est donc impossible de vérifier l'heure exacte du moment filmé. Certains gestes d'Elisa sont saccadés et flous, comme si la vidéo avait été ralentie artificiellement. Mais surtout, un segment entier d'environ 1 minute semble manquer. La coupure est presque imperceptible, mais elle est bien là, au moment où la porte ferme pour la première fois. Et justement, dans cette vidéo, des internautes reviennent sur l'étrange façon dont Elisa appuie sur les boutons dans l'ascenseur. Un comportement qui ressemble étrangement aux consignes d'un rituel venu de Corée et popularisé sur Internet au début des années 2010. Le jeu de l'ascenseur. Ce rituel vous permettait de changer de monde. Le principe est simple. Il faut se rendre seul dans un immeuble d'au moins 10 étages, entrer dans l'ascenseur et appuyer sur une combinaison bien précise d'étages. Et dans cet ordre. D'abord le 4e, ensuite le 2e, le 6e, le 2e à nouveau, le 10e, le 5e et le 1er. Vous ne devez sortir d'aucun de ces étages, sinon vous devrez retourner au rez-de-chaussée et tout recommencer. Quand vous arriverez au 5e étage, une femme va entrer dans l'ascenseur. Ne lui parlez pas, ne la regardez pas et ignorez-la à tout prix. Elle est là pour vous emmener dans l'autre monde, mais définitivement. Peu importe ce qu'elle fait, vous devez résister. Et la tentation risque d'être grande parce qu'elle pourrait vous sembler familière. Elle pourrait prendre le visage de votre meilleur ami, de votre mère ou quelqu'un de qui vous êtes proche. Elle va essayer de vous parler, mais vous devez l'éviter coûte que coûte. Ensuite, appuyez sur le bouton pour vous rendre au 1er étage. Si malgré le fait d'avoir appuyé sur ce bouton, l'ascenseur monte jusqu'au 10e, alors le rituel a fonctionné.
Vous venez de pénétrer dans l'autre monde. Dans les témoignages les plus connus liés à ce rituel, certaines personnes racontent ce qu'elles ont vu, une fois là-bas. Elles disent que tout ressemble à la réalité, mais en décalé. Les lumières sont plus faibles et les fenêtres donnent sur un ciel rouge. Et surtout, vous êtes seul. Mais attention, rester trop longtemps dans cette dimension peut vous empêcher de revenir. Vous perdez la notion du temps et pouvez être attiré par des voix familières qui tenteraient de vous y retenir. Un internaute raconte qu'à peine arrivé, il a entendu une voix qu'il connaissait par cœur, celle de sa grand-mère décédée. Elle lui aurait dit qu'il était en danger, elle l'aurait alors attiré vers un escalier de secours. Mais au lieu de descendre, au niveau inférieur, les étages affichent des chiffres impossibles, 16, 17, 18, alors que l'immeuble n'en comptait que 10. Il raconte aussi avoir entendu des bruits étranges dans son dos, comme des grognements, des sortes de voix déformées, comme si quelque chose ou quelqu'un le suivait, jusqu'à ce qu'enfin il arrive à une porte de sortie. Il aurait été jeté dehors dans le monde réel. À son retour, une infirmière l'aurait trouvé allongé contre la porte. Surprise de le voir ici, elle lui explique que toute sa famille le cherche depuis des heures. Dans son esprit, il n'est parti que 20-30 minutes maximum. En réalité, son absence aurait duré 9 heures. Étrange. Ce qu'il est davantage, c'est que la porte par laquelle il est sorti était condamnée depuis 7 ans. Elle était verrouillée, cadenassée et fermée avec des chaînes. Pour ceux qui croient à ce jeu et à ses possibilités, Elisa Lam aurait peut-être tenté l'expérience. En comparant ses gestes dans la vidéo avec la séquence du jeu, on retrouve des similitudes. Ce qui est d'autant plus troublant, c'est que l'ascenseur ne ferme pas ses portes, et c'est justement un détail important dans le rituel. Et si Elisa n'était jamais réellement revenue, sa disparition pourrait bien être l'ultime conséquence d'une expérience qui aurait mal tourné. Elle serait restée coincée entre deux mondes et aurait erré seule jusqu'à ce qu'on retrouve son corps dans le réservoir. En 2021, l'équipe de l'émission Ghost Adventures, menée par Zak Bagans, a investi les lieux pour une enquête spéciale. L'hôtel a fermé ses portes en 2017 pour être rénové et transformé en logements sociaux. Pendant plusieurs jours, ils en ont profité pour explorer les couloirs, les chambres abandonnées, les sous-sols et les étages réputés pour être les plus actifs pour capter le maximum de phénomènes paranormaux. Pendant leur exploration, ils arrivent à capter des bruits de pas dans les couloirs alors qu'ils sont complètement seuls. Des voix sont captées par leur enregistreur alors que l'hôtel est censé être vide au moment du tournage. Même une porte s'est mise à claquer alors que toute l'équipe est certaine qu'il n'y a eu aucun courant d'air. Certains enquêteurs ont ressenti des nausées et des vertiges à certains endroits de l'hôtel, notamment près de la chambre 506 où aurait séjourné Jack Unterweger. Avec une telle charge énergétique, il ne serait pas étonnant qu'Elisa ait été possédée, influencée par une entité et peut-être même poussée à l'eau par un esprit malveillant. Malgré tout, plus de 12 ans après les faits, personne n'est en mesure d'expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là. Pour la famille, la douleur reste entière. En 2015, ils déposent une plainte civile contre le Cecil Hotel pour négligence ayant entraîné la mort. Pour eux, l'accès au toit aurait dû être verrouillé, surveillé ou au moins signalé comme dangereux. Malheureusement, en 2016, la justice tranche et le tribunal rejette la plainte. Selon lui, l'hôtel ne pouvait pas raisonnablement prévoir qu'une cliente accéderait seule à un réservoir d'eau non destiné au public. Depuis, l'affaire Elisa Lam continue d'alimenter les débats. Pour certains, c'est l'histoire tragique d'une jeune femme en proie à ses troubles. Pour d'autres, elle est la victime de quelque chose qui nous dépasse. Mais 12 ans plus tard, une chose est sûre, le Cecil Hotel garde ses secrets et celui d'Elisa Lam en fait toujours partie. Ce genre d'histoire de disparition n'arrive pas qu'aux États-Unis. En France, 7 filles handicapées ont disparu sous l'œil impuissant de l'État. Un seul nom derrière ces disparitions, celui d'Émile Louis. Je vous en parle dans cette vidéo.